26 décembre 2004. Au beau milieu des vacances de Noël, des images d'une violence inédite envahissent les écrans de télévision. Catastrophe sans précédent dans tous les pays limitrophes de l'océan Indien. The tsunami toll is now reaching levels no heart or mind can truly comprehend. Les conséquences des raz-de-marée qui ont frappé plusieurs pays d'Asie du Sud-Est. Une vague sans précédent s'est abattue sur plusieurs centaines de kilomètres de côte. Je dis, c'est un truc, mais c'est quoi ça? On n'a jamais vu ça de notre vie. Des vagues incontrôlables de plus de 30 mètres de haut qui viennent frapper l'Indonésie et la Thaïlande. Les gens qui sont sur la plage, quand ils voient le tsunami arriver, pour la plupart, c'est trop tard. Provoqué par l'un des séismes les plus violents jamais ressentis. C'est une des plus hautes magnitudes qu'on ait jamais connues sur la Terre. Au total, le tsunami causera la mort de plus de 220 000 personnes dans 14 pays. C'est d'une puissance incroyable. Mais comment un phénomène d'une telle force a-t-il pu se produire? C'est la plus grande rupture sous terre qu'on ait jamais connue. Pris par surprise, pourquoi les gens n'ont-ils pas été prévenus? Avant décembre 2004, il n'y avait pas de système d'alerte dans l'océan Indien. Comment certaines structures se sont vues résister à la force incroyable de ces vagues? Et entre ces piliers, c'est un espace ouvert. Alors que la plupart des autres bâtiments n'ont pas eu la moindre chance. La vague rase tout sur son passage, c'est un bulldozer. C'était Hiroshima le lendemain, je veux dire, c'était comme si c'était le point zéro d'une bombe qui allait exploser. Pour comprendre ce phénomène d'un point de vue technique et scientifique, nous sommes allés à la rencontre des plus grands spécialistes en sismologie, des experts en tsunami, mais aussi des témoins qui ont vécu la catastrophe de l'intérieur. Je suis dans une machine à laver, quoi. C'est une énergie, mais folle. Ils vont nous raconter ce jour où toute l'Asie du Sud-Est s'est retrouvée au centre de la pire catastrophe naturelle de l'histoire moderne, une catastrophe hors de contrôle. « 24 décembre 2004, en Asie du Sud-Est. De nombreux touristes se préparent à célébrer Noël sur les plages paradisiaques de la Thaïlande ou encore du Sri Lanka. Parmi eux, Chris Chapman. Il a fait le voyage avec sa femme depuis Cambridge en Angleterre pour rejoindre de la famille sur les côtes sud-ouest du Sri Lanka. Nous y sommes allés pour les vacances, dans un hôtel au sud-ouest du Sri Lanka. Et nous y sommes restés quelques jours pour fêter Noël. À plusieurs milliers de kilomètres de là, en Thaïlande, Jean-Louis Kakomo aussi s'émerveille. Il vient de Perpignan, exprès pour fêter Noël en famille. On a fait la fête, on a dansé, moi je faisais de la musique aussi, on a plongé là, dans un des plus beaux spots de plongée de requins. Donc, et on se couche, évidemment, sans imaginer ce qui va se passer le lendemain. Au total, en plus des dizaines de millions d'habitants de la zone, on estime à 2 millions le nombre de touristes qui sont venus passer les vacances de fin d'année ici. Ce qu'ils ignorent tous, c'est qu'à 30 km sous la Terre, l'une des pires catastrophes de l'histoire contemporaine se prépare. Car cette région n'est pas seulement paradisiaque, elle est aussi sismique. D'un point de vue sismique, la zone Asie du Sud-Est est l'une des régions les plus actives au monde. Or, à cette période, les scientifiques le savent, un séisme de très grande ampleur est imminent. Et pour comprendre pourquoi, il faut plonger à 30 km sous terre.
Cette zone est assise sur 2 plaques tectoniques qui sont en perpétuel mouvement. La plaque indo-australienne et la plaque eurasiatique. Cette zone, où se rencontrent 2 plaques, est appelée zone de subduction, ou faille. La zone de Sumatra, c'est une zone de subduction où la plaque indo-australienne plonge sous la plaque eurasiatique à une vitesse assez rapide de 4-5 cm par an. Jérôme Gaillardet est géochimiste et professeur à l'Institut de physique du Globe de Paris. Il sait que cette faille est particulièrement dangereuse. Et ces plaques, elles sont rigides, elles sont solides, et par conséquent, cette rencontre ne se fait pas sans frottement. D'autant que la faille de Sumatra a une particularité. Comprimée depuis très longtemps, elle a emmagasiné une énergie considérable qui peut se libérer à tout moment. La faille agit un petit peu comme un ressort qui va se comprimer jusqu'au moment où il se détend brutalement. C'est exactement l'image d'un bâton ou d'une règle que vous commencez à plier. Elle se déforme, mais à un certain moment, si vous continuez à mettre des contraintes, ce bâton ou cette règle casse. C'est exactement ce qui se passe à Sumatra. Une des plaques passe sous l'autre, c'est difficile, ça frotte, et à un moment, ça casse. Or, dans cette zone, cela fait 97 ans qu'aucun séisme d'envergure n'a été enregistré. À Sumatra, la Terre n'a pas tremblé depuis longtemps. L'absence de séisme, pendant très longtemps, signifie qu'un gros va se produire lorsqu'on va relâcher la contrainte, les pressions. Que se passe-t-il quand ces plaques restent bloquées pendant une certaine période? Si elles restent bloquées pendant 10 ans, vous aurez un séisme de magnitude 7. Pendant 20 ans, ce sera une magnitude 8. Pendant 200 ans, une magnitude de 8 ou 8,5, et ainsi de suite. C'est ça, le concept de la subduction. Les scientifiques en sont convaincus. Le prochain séisme qui se produira sera d'une violence inouïe. Problème, ils sont incapables de le prévoir. Ce qu'ils ignorent, c'est que ce n'est plus qu'une question d'heure. « 26 décembre 2004. Il est 7h57. Au milieu de l'océan Indien, au large des côtes indonésiennes, ce que redoutent les sismologues est sur le point de se produire. À 30 km sous terre, la plaque eurasiatique, comprimée depuis près d'un siècle, reprend brutalement sa forme initiale. Elle libère alors une énergie considérable, l'équivalent de 23 000 bombes atomiques. Et ce n'est pas tout. Un séisme de cette taille, en fait, ça n'est pas un point. C'est une zone qui est en rupture sur des centaines et ici même un millier de kilomètres, plus d'un millier de kilomètres. En effet, l'énergie libérée est telle que le séisme se propage sur une longueur de plus de 1500 km de long, soit plus de la longueur de la France, du nord au sud. Satish Singh est expert en géosciences marines, spécialisé sur la faille de Sumatra. Pour lui, un séisme de cette étendue, c'est du jamais vu. C'est énorme. C'est la zone la plus étendue que nous connaissons. Ça se casse en un endroit et ça crée un effet domino en se propageant sur tout le long de la faille. Et ce qui se passe sous l'océan va avoir des conséquences dramatiques à la surface de la Terre. Banda Aceh, sur l'île de Sumatra, en Indonésie, est la ville la plus proche de l'épicentre, 260 km. Ici, c'est un séisme d'une magnitude de 9,3 sur l'échelle de Richter, et les sismographes l'ont enregistré pendant plus de 8 minutes. Le peu d'images existantes montre essentiellement des populations tentant de s'éloigner des bâtiments. C'est un séisme qui est très fort, hein. C'est une des plus hautes magnitudes qu'on ait jamais
connue sur la Terre et probablement c'est la seule dans des endroits aussi habités. On a vraiment affaire à quelque chose de peu fréquent et dont les conséquences effectivement ont été dévastatrices. 12 minutes après le déclenchement du séisme, à 500 km de là, l'île de Koh Phi Phi en Thaïlande est elle aussi touchée. Tout tremble. Mon fils qui était couché par terre a roulé, moi j'ai failli tomber du lit et on se tenait, quoi. On attendait que ça passe. Il est 8h15, soit 17 minutes après le début de la catastrophe, et à travers l'Asie du Sud-Est, la Terre semble s'être calmée. Au total, le séisme est enregistré dans 9 pays de l'océan Indien, à des intensités différentes. À partir du moment où les gens se relèvent, la première chose qu'ils font, c'est aller chercher les victimes, voir les dégâts. Où qu'ils soient, locaux et vacanciers pensent désormais être à l'abri. Ils se trompent. Et surtout, les Thaïlandais sont très très loin d'imaginer que des vagues aussi importantes vont venir déferler. Ils s'y attendent absolument pas. Mais le pire est à venir en fait. Personne n'imagine que ce séisme est sur le point de provoquer une réaction en chaîne incontrôlable. À 10 000 km de là, à Hawaï, dans l'océan Pacifique, des scientifiques du Centre d'alerte au tsunami voient leurs instruments de mesure sismique s'affoler. Un tsunami est bel et bien redouté. À chaque fois qu'il y a un gros séisme qui se produit en bord de mer, il faut avoir en tête la possibilité d'un tsunami. Mais aussi incroyable que cela puisse paraître, l'information n'est pas transmise. Le centre d'alerte de tsunami qui essaye de diffuser le fait qu'il y a eu un fort séisme à Sumatra et potentiellement de tsunami possible, et qui n'arrive pas à joindre les interlocuteurs côté océan Indien. Et il n'y avait pas de système organisé pour le permettre, en fait. Tous ces mécanismes formels entre les pays ne sont pas développés. Et par conséquent, on ne sait pas à qui fournir les informations. Mais la principale raison pour laquelle il n'y a pas de système d'alerte au tsunami dans l'océan Indien, c'est parce que les tsunamis sont rares dans cette région. Et la dernière fois que l'on a observé un phénomène de cette ampleur, c'était en 1883. Impossible donc de prévenir les millions de personnes présentes sur les côtes du risque qui se dessine. Des touristes et des habitants qui, pour la plupart, ignorent qu'un séisme peut provoquer un tsunami. Tous ces pays-là n'ont pas pu être prévenus à temps et les touristes en début de journée étaient déjà très présents sur les rivages et n'ont pas eu de message qui les prévenait qu'il se passait quelque chose. Le centre d'alerte de Hawaï a beau redoubler d'efforts, sous l'océan, le pire est en train de se préparer. Pour comprendre le risque qui couve, il faut revenir au niveau de la faille de subduction. En reprenant subitement sa forme initiale, la plaque eurasiatique a provoqué le soulèvement du fond marin de près de 8 mètres. La force est telle qu'elle ne s'étend pas uniquement à cette zone, loin de là. Ça a été enregistré dans le monde entier. Dans le marégraphe de Brest, on recense le tsunami, on le voit arriver. Alors ça fait un tout petit truc, mais on sait que c'est lui. On appelle ça pratiquement des tsunamis globaux dans le sens où tout l'océan, à un moment donné, est touché. L'océan mondial vibre, reçoit cette vibration, à un moment donné, cette propagation. Hélène Hébert est experte tsunami au commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives. Elle a recréé par informatique ce qui s'est déroulé au cœur de l'océan.
Vous avez toute la colonne d'eau qui est soulevée en quelques minutes et qui évidemment va retourner à son équilibre en se mettant à osciller. Et à partir de là, donc, le tsunami va se propager de part et d'autre, formant un train d'ondes. C'est pas une seule onde, il y a une forte onde au début, mais après il y a plusieurs ondes qui se propagent. Et cette masse d'eau considérable a une autre caractéristique, sa vitesse. La vitesse de l'onde du tsunami dépend de la profondeur sous-marine. Cela peut varier de 300 à 800 km/h. Ça dépend vraiment de la quantité d'eau déplacée. Or, dans cette zone, la profondeur atteint près de 5000 mètres, l'altitude du Mont Blanc. Ces ondes se propagent donc en pleine mer à une vitesse considérable. La vitesse du tsunami dans des zones aux alentours de 4-5 000 mètres de fond, c'est la vitesse d'un avion, donc 800 km/h. Désormais, le tsunami se dirige dangereusement vers les côtes est et ouest du golfe du Bengale. Il est 8h38, soit à peu près 40 minutes après le séisme. Partout en Asie du Sud-Est, c'est le même scénario qui va se reproduire. Tout commence par un étrange phénomène. La mer se retire. Après une vague, la mer retrouve un niveau normal. Mais là, elle s'est vraiment retirée sur plusieurs mètres et la plage s'est agrandie considérablement. L'eau, elle était partie, oui, comme l'océan Atlantique, quoi. Elle s'était tellement retirée que les bateaux étaient à sec, quoi. Les pagodes thaïlandaises, elles étaient du coup retournées, il n'y avait plus d'eau. Et les gens s'avançaient pour voir jusqu'où ça s'était retiré, quoi. La curiosité va alors pousser de nombreux touristes à observer le phénomène. Ils ne savent pas qu'ils prennent un risque qui peut leur être fatal. Beaucoup de gens sont allés ramasser les poissons, se sont avancés. Vous allez regarder, voir limite s'amuser. On peut voir la mer reculer d'une centaine de mètres. Et il y a des endroits où le corail est totalement hors de l'eau. Et comme la mer s'est retirée, ils venaient voir les poissons échouer sur le sable. Ce sont tous ces phénomènes qui attirent les gens. Beaucoup pensent assister à une grande marée. Il s'agit en fait du signe avant-coureur de quelque chose de bien plus grave. Si la mer se retire, c'est qu'une énorme vague est en train de se créer au large. Il y a un phénomène très souvent, effectivement, où la mer va d'abord se retirer du rivage parce que l'ondulation qui arrive au large, finalement, attire un peu l'eau qui est à la plage. Quand l'onde approche des côtes, d'une certaine façon, la mer se retire pendant un certain temps avant de refluer de manière massive. Autrement dit, l'eau du rivage vient alimenter la vague en train de se former au large. Un phénomène qui dure en moyenne 20 minutes. Si on connaît les mécanismes, ça peut être une alerte sur le terrain pour quelqu'un qui serait sur la plage. Et là, c'est vraiment le signe qu'il faut faire attention et que le tsunami va arriver dans les minutes suivantes. Rien ne peut arrêter l'engrenage. Et pour la plupart des témoins, il est désormais trop tard pour fuir. « 20 minutes après que la mer s'est retirée, une vague s'approche des côtes. Le tsunami qui se déplaçait en pleine mer à la vitesse d'un avion s'est considérablement ralenti. La vitesse d'un tsunami en pleine mer, elle va essentiellement dépendre de la profondeur d'eau. Et puis à l'approche des côtes, à partir du moment où la profondeur d'eau baisse, il va ralentir. Mais même si la vague est moins rapide, elle n'en reste pas moins dangereuse. On voit une zone d'écume
qui devient de plus en plus menaçante, enfin de plus en plus haute, et qui s'approche à une vitesse de l'ordre de 30-40 km/h. Les habitants assistent alors à l'arrivée de ce qui ressemble à une impressionnante coulée de boue. Ça va très vite. Quelqu'un qui court ne peut pas s'en sortir. Ça va beaucoup plus vite qu'une personne en train de courir. Je me mets à la fenêtre et je vois la piscine qui explose et je vois les voitures qui une eau noire terrible et je vois les voitures qui flottent et les gens qui crient. L'eau turquoise a laissé place à une vague menaçante. Ce phénomène porte un nom. On l'appelle l'eau noire. C'est une eau qui est très agitée et donc elle mobilise des sédiments du fond de l'océan. Donc elle est très brune, elle est constituée d'énormément de sédiments, de restes d'organismes morts, etc. Donc les premiers objets, par exemple, qui sont embarqués par l'eau, ce sont les voitures. Ensuite, la végétation, les arbres. Souvent, les arbres résistent parce qu'ils ont une certaine élasticité, mais les constructions peu solides sont embarquées. La menace s'amplifie à chaque seconde, car le niveau de cette eau noire ne cesse de s'élever. La première vague qui arrive prend la forme plus d'une grosse marée, en fait. C'est la mer qui monte et qui ne s'arrête pas de monter à vitesse très, très forte. Le problème étant que même si elle n'est pas très haute, elle va continuer à monter pendant 20 minutes. Les gens couraient et la vague les rattrapait, donc c'est vraiment très rapide. À 9h25, sur leur île thaïlandaise, les touristes constatent une chose étrange. Il n'y a pas un bruit. Et ça m'avait foutu les jetons. J'ai dit, c'est bizarre, quoi. C'est pas normal. Il n'y a pas un oiseau qui chante, il n'y a pas un singe qui crie, alors qu'on entendait ça à longueur de journée. Donc, on est resté à l'écart, plutôt. En fait, face au danger, la plupart des animaux ont fui. Les animaux sont capables d'entendre les tsunamis bien avant nous. Comme en attestent ces images amateurs, tout à coup ici aussi, une vague s'approche des terres. De loin, on a l'impression que c'est pas très haut. En fait, ça fait déjà 3-4 mètres. 9 minutes plus tard, à 9h55, c'est au tour du Sri Lanka d'être touché. Bérangère Prévost comprend vite que son hôtel ne va pas pouvoir résister. Alors, de là où nous sommes, au lobby, nous ne voyons pas la mer. D'accord ? Même si l'hôtel est construit comme ça en bord de mer, des petits bungalows, on n'est pas dans une structure, un grand bâtiment. C'est vraiment des petits bungalows comme ça qui jalonnent le bord de mer. On voit arriver, entre les bungalows, une espèce de boue, comme une vague un peu marron, etc. Et en même temps, il y a un Sri Lankais qui arrivait de la plage, donc qui a émergé comme ça des bungalows en criant « Run, run !» Et puis le bruit devient de plus en plus sourd, donc on se dit « Il se passe quelque chose ». Franck Lavigne est géographe et directeur du laboratoire de l'Université Paris 1. Il a mené une enquête scientifique sur ce tsunami. La première vague est assez petite. C'est souvent le cas lors des tsunamis. La première fait 2 mètres, 1,50 m, 2 mètres, 3 mètres. Et ça correspond souvent au pied de la très grosse qui suit derrière. Car ce que tout le monde ignore, c'est que cette vague n'est rien à côté de ce qui les attend. Une deuxième vague, bien plus haute, qui s'apprête à déferler.
Une première vague comme ça, elle est quasiment systématiquement suivie par 2, 3 autres grosses vagues et beaucoup plus hautes. Alors peut-être pas forcément aussi rapide, mais plus haute. Et là, la deuxième vague à Banda Aceh, celle-là, elle est immense. Elle fait entre 15 et 25 mètres de haut. Jusqu'à à certains endroits, elle dépasse les 30 mètres. Donc c'est la plus grosse vague de tsunami quasiment qu'on ait observée depuis très longtemps en fait. Les serveurs de l'hôtel où on était, ils m'ont passé comme ça avec des têtes qui hurlaient. Un cri incroyable et des visages totalement déformés par l'effroi. Et alors j'ai tourné la tête et j'ai vu le mur d'eau qui s'avançait. Dans les autres pays, ce sont des vagues de 15 mètres de haut qui déferlent, la taille d'un immeuble de 5 étages. C'était vraiment un mur totalement translucide qui arrivait dans les arbres, très très haut, je sais pas, ça devait faire 10-12 mètres. Et là, je sais pas, on passe dans une autre dimension. Regardez par la fenêtre, on voit les gens sortir des chambres par les fenêtres. C'était plus accessible l'entrée, l'eau commençait à rentrer. Donc on les voit monter par les fenêtres, et là j'ai dit, oula, il faut se tirer d'ici. À partir du moment où la vague atteint son niveau, ensuite ça entraîne tout sur son passage. L'eau balaye tout sur son passage, et tout ce qui se trouve dans l'hôtel est ramené dans le hall d'entrée. Et l'eau s'engouffre jusque dans le parking qui se trouve derrière l'hôtel. Puis elle remonte jusqu'à la route qui est devant. C'est d'une puissance incroyable. Je ne peux pas décrire sa force réelle. C'est vraiment indescriptible. Ça emmène tout sur son passage. Et surtout, il ne s'agit pas d'une seule vague. C'est une succession de vagues, une succession d'attaques, donc de tsunamis, qui va se reproduire tous les 30 minutes environ. À Banda Aceh, l'eau entre sur plus de 5 km à l'intérieur des terres. Et comme on peut le voir sur ces images, au fur et à mesure de sa progression, un phénomène amplifie sa dangerosité. Alors la vague, elle charrie tout. Elle emmène, c'est en bord de mer, il y a des arbres, des petits rochers, etc. Elle emporte tout avec elle. Je pense que le plus gros danger avec un tsunami, ce sont les débris et notamment le bois qu'il y a dans l'eau. Tout le monde a vu des images avec le tsunami qui avance dans les villes et qui charrie tout sur son passage. Donc même si vous savez nager, vous courez le risque d'être frappé par cet amas qui s'est accumulé au fur et à mesure. Non seulement les humains sont menacés par les vagues, mais en plus, il est difficile de trouver refuge car les bâtiments sont aussi mis en péril. Le problème quand on a un tsunami comme ça, c'est que c'est de l'eau
à l'arrivée de la côte. Et au fur et à mesure qu'elle se propage, et ben comme elle racle tout sur son passage, elle emmène tout ce qui existe. Cette eau chargée de débris exerce une pression telle sur les structures qu'elle les fait céder les unes après les autres et continue sa course à l'intérieur des terres. Ça rase tout. Sur le premier kilomètre, voire 2 kilomètres par endroit, ça rase vraiment tout. Et là, à nouveau, continuer à une vitesse de 30-40 km/h et emporter sur son passage tout ce qui se passe. Donc même des grands bâtiments en béton, des cimenteries peuvent être complètement disloqués par le passage de vagues qui dépassent une dizaine de mètres de hauteur. C'est vraiment une force avec le volume d'eau et la vitesse de l'eau qui est phénoménale. Chaque bâtiment présent dans les premiers kilomètres devient alors l'équivalent d'un château de cartes sur lequel on souffle. Au bout d'un moment, c'est quand même relativement chargé, donc ça va un petit peu modifier, ça devient une espèce de coulée de boue finalement au bout d'un moment, donc avec un comportement un peu plus particulier, ça ralentit un peu, mais bon, c'est vraiment loin dans les terres quand même. Touristes et habitants tentent de regagner les quelques lieux épargnés par la montée de l'eau. Certaines structures en béton semblent résister. Heureusement, l'hôtel est un bâtiment très solide, avec de grands espaces, et notamment des grands escaliers qui permettent aux gens de monter très rapidement vers les étages. Et puis, il y a tous ces bruits. Les arbres qui sont emportés, les débris qui viennent casser les vitres de l'hôtel. Je n'avais jamais entendu un bruit pareil. Alors qu'elle tente de fuir, Bérengère Prévost est rattrapée par la vague. Elle croit vivre ses derniers instants. Tout d'un coup, mais il y a un truc, mais venu de je ne sais pas où, qui me soulève de terre, mais avec une force et une violence incroyable. Et là, j'ai même pas le temps de je veux dire, je ne sais pas ce qui se passe. Tout ce bruit, et le fait que je sache nager, ça change rien. Je suis dans une machine à laver, quoi. Ça fait du bruit, c'est violent, c'est une énergie mais folle. Et je me dis, bah voilà, tu vas mourir. Bérengère est emportée sur plusieurs kilomètres. Sauf qu'à un moment, ça s'apaise. Vous savez, comme une vague quand on se baigne, puis on est ramené vers le bord. Là. Donc ça, c'est ce qui se passe. Et donc du coup, j'ai refait surface. Mais ce ne sera malheureusement pas le cas de milliers d'autres personnes prises au piège de la vague mortelle. D'autres trouvent refuge dans le seul endroit épargné par l'eau, les hauteurs bordant le littoral. Si on a un versant où les gens peuvent grimper, les gens, quand ils voient ça arriver, ils grimpent. Il y a une montagne qui s'appelle le Viewpoint. C'est le plus haut point de vue, quoi, un peu comme un pain de sucre. Je dis, tu vois, on va monter là-haut. Et c'est ce qu'on a fait, on a couru parmi une vague humaine. Et on est monté à flanc de... Bon, et on est monté, c'est une montagne sauvage, hein, c'est la jungle. C'est alors une très longue attente qui commence pour tous les rescapés. Après 2 heures de déferlante, la mer décide enfin de se retirer. Réfugié sur les hauteurs de son île thaïlandaise, Jean-Louis Kakomo et des milliers d'autres n'ont aucune information sur ce qu'il se passe.
Tous décident donc de rester à l'abri. Ils ne savent pas que le tsunami est terminé. Ça a été long après l'attente. On n'avait pas d'informations de l'extérieur, tout était coupé, toutes les communications, mais par contre, on voyait au large les bateaux. Ils restaient au large. Ça veut dire que l'alerte n'est pas finie, qu'il peut y avoir d'autres vagues. Ne connaissant absolument pas ce que c'était finalement ce phénomène, sont restés plusieurs jours, parfois dans des endroits en Thaïlande. On a eu des témoignages de personnes qui se sont réfugiées quelques jours en altitude. Mais ce que tout le monde redoute, c'est la vision d'horreur qui les attend lorsqu'ils vont redescendre. La catastrophe naturelle va laisser place à une catastrophe humanitaire. Lorsque les rescapés arrivent aux abords des côtes, ils sont confrontés à un paysage de désolation. C'était Hiroshima le lendemain. Je veux dire, c'était comme si c'était le point zéro d'une bombe qui allait exploser. On passe de la beauté d'une belle journée à une catastrophe totale. C'était terrible parce qu'il y avait un homme qui avait son enfant noyé dans les bras. Il y avait l'hôtel où on était, c'était totalement dévasté. Il n'y avait que des morceaux de bois partout. Et le pays où le tsunami a été de loin le plus violent, c'est l'Indonésie. Et plus particulièrement à Banda Aceh, ville de plus de 220 000 habitants. Comme le montrent ces deux images prises par satellite avant et après la catastrophe, les rues et les quartiers ne sont plus que le théâtre de scènes de désolation. À Banda Aceh, la ville a été détruite sur au moins 2-3 km à l'intérieur des terres. Et, chose incroyable, les moyens de communication étant coupés, c'est presque 20 heures après la catastrophe que le monde découvre le drame qui vient de se jouer en Asie. An undersea earthquake sent enormous waves rolling across the Indian Ocean. Un véritable mur d'eau d'une dizaine de mètres de haut provoqué par la secousse. Cette vague-là n'est qu'une réplique, c'est dire la violence du raz-de-marée. Alors que dans l'hémisphère nord, on se lève à peine, les premières images envahissent les médias. Tôt ce matin, une vague de plusieurs mètres de hauteur a dévasté les côtes du sud du pays. À cet instant, les rescapés aussi découvrent l'étendue des dégâts. Je vois les images, et là, putain, là on comprend quoi. On comprend, et on voit surtout les images à Banda Aceh, enfin en Indonésie. Là, c'est... on se dit, mais c'est incroyable. Et puis après, on voit les images de la Thaïlande, on voit les images donc, du Sri Lanka, on voit les images de l'Inde. Au dire des témoins, des murs d'eau de 10 mètres de hauteur qui ont déferlé sur l'île. Les dégâts sont considérables. On se dit, mais c'est... J'ai été pris là-dedans et je m'en suis sortie, c'est... Et... Oui, on est... Voilà, on est juste... sidéré quoi, par l'ampleur du truc. Un mot jusqu'ici inconnu du grand public va se propager sur toutes les lèvres. Les premières fois qu'on parle de ce phénomène, c'est vrai que sort le mot, arrive le mot, surgit le mot de tsunami. Ce tsunami évoquait une série de tsunamis dévastateurs. Qui était connu, bien entendu, de tout temps, et qui était employé par les spécialistes et qui, brusquement, fait irruption dans le monde médiatique. Puis vient l'heure du bilan. Dans la soirée du 26 décembre, le chiffre s'élève à 11 500 morts. Désormais, on sait que plus les heures passent, plus la situation apparaît dramatique. Alors ici, cette catastrophe était un peu originale parce que ça gonflait, mais de manière vraiment exponentielle. Et on arrive vite à des milliers, voire dizaines de milliers, et puis après, ça a dépassé les 200 000, quoi. Et le drame est loin d'être fini. Car à présent, un défi extrêmement compliqué se joue, l'arrivée des secours. « 27 décembre 2004. Plus de 24 heures après le début de la catastrophe. L'opération humanitaire qui se met en place est la plus importante jamais organisée dans le monde. On parle de 5 millions de personnes dans la plus grande nécessité.
Mais alors que l'eau vient seulement de se retirer, un nouveau défi de taille s'annonce. Comment faire venir les secours ? Là aussi, il faut que vous déployiez des moyens d'accès ad hoc, des hélicoptères, des avions, mais aussi de quoi transporter localement tous les blessés. C'est extrêmement difficile d'accéder à eux. Mais les secours peinent à arriver, car tous les moyens d'accès sont coupés. Les rescapés n'ont alors pas d'autre choix que de s'improviser secouristes. On nous dit en général, il ne faut pas toucher, il faut attendre les secours, mais là, il n'y en a pas. Les géographes Franck Lavigne et Raphaël Paris se sont rendus en Indonésie dans les jours qui ont suivi la catastrophe pour une mission scientifique. Quand on arrive quelques jours, à peu près une dizaine de jours après le tsunami, c'est un scénario catastrophe. Ça avait quelque chose de biblique. On est dans la catastrophe biblique, là, que ça c'est le truc absolument catastrophique, quoi. Je me souviendrai toujours la route que j'ai prise du centre-ville de Banda Aceh jusqu'à la mer. De part et d'autre, c'est un champ de bataille, quoi, des ruines partout. Il faut s'imaginer 300 km de littoral complètement saigné à blanc, quoi. Il n'y a plus rien, quoi. Tout est réduit à 1 mètre de haut. Voilà. Quand l'eau se retire, vous avez des endroits totalement dévastés où toutes les constructions peu solides en bois ont été cassées, brisées en 1000 morceaux. C'est un enchevêtrement de toutes sortes de choses, tout ce qui était dans les maisons, tout ce qui était dans les hôtels. Ne reste que certains bâtiments assez hauts qui ont pu rester encore en place. Mais sinon, c'est une désolation totale. Mais au milieu de ce paysage dévasté, les scientifiques sont confrontés à une énigme. Pourquoi les seuls bâtiments situés en bord de mer en Indonésie qui ont résisté sont les mosquées ? Alors, les bâtiments qui sont situés proches de la mer sont entièrement rasés. Là, il n'y a que les mosquées, les très grosses mosquées qui ont résisté. En fait, l'explication tient à la structure même du bâtiment. Ces mosquées, en fait, elles n'ont pas de grands murs, elles ont des arcades comme ça, donc il y a des piliers très solides. Et entre ces piliers, c'est un espace ouvert. Donc l'eau peut circuler facilement là-dessous. Donc les piliers n'ont pas été cassés. En plus, ils sont vraiment très gros, très solides. Donc même si c'est percuté par une voiture, ça tient le choc. En bord de mer, dans la région de Banda Aceh, 27 mosquées de ce type ont résisté. Mais alors qu'on prend peu à peu conscience de l'ampleur des dégâts, une nouvelle menace logistique se dessine. Le problème qui se pose immédiatement, c'est très vite leur fournir de l'eau potable. Les gens n'avaient plus d'eau potable, les puits étaient empoisonnés, les écoles détruites, les filets des pêcheurs, tout était détruit. Une personne me disait que son fils lui est mort dans les bras, mort de soif. Pas mort par le tsunami, mort de soif parce qu'ils étaient dans une zone isolée, plus de vivres, plus d'eau, plus rien. Après un tel drame, une seule question se pose. Quelles solutions techniques mettre en place pour prévenir, résister ou éviter les tsunamis ? Nous sommes en 2011, soit 7 ans après la catastrophe. Les premiers centres d'alerte au tsunami dans l'océan Indien viennent tout juste de voir le jour. Thorkil Aharup est directeur de la commission à l'UNESCO qui a été mandaté pour superviser cette mise en place. En 2011, l'Inde, l'Australie et l'Indonésie ont vu leur premier centre d'alerte au tsunami devenir opérationnel.
Les scientifiques se sont vite rendus compte qu'il était impossible d'anticiper l'arrivée d'un tsunami sans étudier ce qui les provoque, les séismes. Un système d'alerte au tsunami, c'est un système qui repose sur d'abord une alerte sismique, la détection des séismes le plus rapidement possible, et le plus rapidement derrière, la caractérisation du tsunami qui est produit ou pas. Donc c'est avant tout un système d'alerte sismique. Seulement pour être efficaces, ces stations doivent être le plus nombreuses possible. Srinivasa Kumar Tumala est l'actuel directeur à l'UNESCO de ces systèmes d'alerte dans l'océan Indien. Avant 2004, nous avions seulement 5 ou 6 stations sismiques dans tout l'océan Indien. Maintenant, grâce aux contributions des États membres, nous en avons environ 150. Et c'est grâce à toutes ces stations que l'on peut détecter les séismes. Mais quand un séisme puissant se produit, comment savoir s'il provoquera un tsunami? Les 3 centres d'alerte situés en Australie, en Inde et en Indonésie disposent d'outils un peu particuliers. Ces bouées haute technologie, des tsunamimètres. Les tsunamimètres sont des capteurs de pression installés au fond de la mer qui voient passer le tsunami au large. Les données sont alors transmises par radar sous-marin jusqu'à la bouée en surface pour être ensuite envoyées par satellite aux différents centres d'alerte concernés. Ces centres d'alerte ont un personnel qui travaille 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, pour recevoir des données en temps réel. Répartis dans l'océan Indien, ce réseau d'une centaine de bouées doit permettre de prévenir les populations en danger en 15 minutes. Des populations qui ont donc toutes appris à réagir en cas de séisme. Même si, comme le prouvent les tsunamis qui ont touché l'Indonésie en juillet 2006 ou encore en septembre 2018, rien ne permet de s'opposer à la force de l'océan. Seule solution, éviter qu'une catastrophe ne fasse autant de dégâts que lors des raz-de-marée de 2004, où 223 492 personnes ont trouvé la mort dans 14 pays. Plus de 5 000 en Thaïlande, où près de la moitié sont des étrangers. Plus de 12 000 en Inde et plus de 35 000 au Sri Lanka. Mais là où l'on compte le plus de pertes, c'est de loin en Indonésie, sur l'île de Sumatra. Le chiffre s'élève à plus de 130 000 morts et 25 000 disparus. Des chiffres qui dépassent l'entendement. À Banda Aceh, au nord de Sumatra, 90 000 personnes ont disparu. Et selon les endroits, 5 à 9 personnes sur 10 ont trouvé la mort. L'événement de 2004 a provoqué plus de victimes que tous les tsunamis connus par le passé. C'est le genre de catastrophe qui ne touche pas uniquement les pays concernés. Parce que ça a aussi touché des familles et des pays en dehors de l'océan Indien. Le monde entier a été affecté par cette catastrophe. Il aura fallu moins de 10 ans aux pays d'Asie du Sud-Est pour panser leurs plaies. Les lieux dévastés ont fait place à des paysages luxuriants. Pourtant, personne ne pourra oublier ce qui est devenu la plus grave catastrophe naturelle de l'histoire moderne. Une catastrophe hors de contrôle. Nous sommes dans le nord-est du Japon, dans une région où près de 7000 personnes travaillent à décontaminer une terre anormalement radioactive. Cette terre, c'est celle de Fukushima. Ici. En l'espace d'une journée, tout a basculé dans un enchaînement infernal. D'abord un séisme, puis un tsunami. Enfin, une centrale nucléaire devenue une bombe en puissance.
À la une, le Japon secoué comme jamais. Une centrale nucléaire en danger, des répercussions qui s'enchaînent. Le monde a les yeux rivés sur le Japon. Au cœur de toutes les angoisses, des réacteurs endommagés qui menacent le Japon tout entier. C'est un bruit assourdissant. Nous nous sommes tous regardés en nous demandant ce qui s'était passé. Le problème, c'est que si votre corium traverse le béton qui est sous le réacteur, vous avez directement toute la masse radioactive qui est dans l'environnement, qui est dans le sol. C'était la panique dans les villes, tout simplement parce que personne ne croyait à ce qu'ils voyaient. Comment ce 11 mars 2011, ce pays symbole de modernité et de haute technologie, a-t-il pu basculer dans un scénario terrifiant? Comment les systèmes de sécurité de la centrale ont-ils lâché les uns après les autres? Dans l'enceinte de confinement, la vapeur s'accumule. La pression augmente à tel point que ça peut exploser. Comment un manque d'organisation a-t-il précipité la catastrophe? Ils se rendent compte qu'ils n'ont pas les câbles électriques suffisamment longs pour aller rétablir le courant. Grâce aux témoignages de survivants, nous allons découvrir minute par minute ce qu'il s'est passé à l'intérieur même des murs de la centrale. C'est un état de guerre. C'est une armée en siège qui essaye de reprendre le contrôle. Mais aussi dans la zone d'évacuation. Le monde était sans dessus dessous. Je me suis dit au fond de moi qu'on ne pourrait plus rentrer. Experts et scientifiques vont nous raconter ces jours où une partie du Japon a failli disparaître. Fukushima, une catastrophe hors de contrôle. Nous sommes le vendredi 11 mars 2011 au Japon. C'est une journée tout à fait normale pour les 127 millions de Japonais. Le ciel est bleu et le soleil brille. Quand soudain, à 14h46, la Terre tremble sans discontinuer pendant de longues minutes. Personne ne le sait encore, mais le Japon est frappé par le plus fort séisme jamais enregistré dans l'archipel. Le séisme de Fukushima, c'est une magnitude 9. La comparaison qu'on a, c'est les deux bombes nucléaires de la fin de la Deuxième Guerre mondiale. À magnitude 5, c'est à peu près une bombe type Hiroshima. On est, en termes d'énergie, un peu plus de 10 000 fois plus puissant. C'est la panique dans tout le Japon, et notamment à Tokyo et ses 37 millions d'habitants, menacés par des gratte-ciel qui vacillent. Ça a commencé doucement. On avait l'impression au début qu'il s'agissait d'un petit séisme. Mais ensuite, ça a tremblé beaucoup plus fort et pendant longtemps. C'est ce qui caractérise ce séisme, long et fort. J'ai vraiment pensé que la station de métro où je me trouvais allait s'effondrer et nous tomber dessus. Un tremblement de terre de 2 minutes 30, suivi par de nombreuses répliques. Pourtant, malgré ces images impressionnantes, ce n'est pas ici que le séisme est le plus violent. Son épicentre est situé à 380 km de là, au nord-est des côtes. C'est la région de Fukushima qui est l'une des plus impactées. À l'image des autres habitants, Keiko Takahashi croit voir sa fin arriver. J'étais pieds nus. Je me suis accrochée à un arbre. Je ne savais pas quoi faire. J'étais abasourdie. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est la fin du monde. Et pourtant, le pays est habitué au séisme. Le Japon est assis sur 3 plaques tectoniques. Des plaques en mouvement continu
qui menacent à tout instant l'archipel. On a cette plaque Eurasie stable, qui est une plaque continentale, donc en fait c'est une plaque, on va dire, légère. Et puis on a la plaque Pacifique, qui est une plaque océanique, dense, qui veut plonger, elle est lourde. Et ce qu'il faut voir, c'est que le séisme, c'est vraiment la friction entre les deux plaques. Impossible de résister à une telle force. Comme à Tokyo, de nombreuses infrastructures doivent être touchées dans le pays. Mais personne n'imagine à quel point ce séisme va avoir des conséquences dramatiques. Même si les installations les plus sensibles bénéficient de systèmes antisismiques très performants, les scientifiques sont vigilants. Leur crainte majeure, les centrales nucléaires. Si l'un des 54 réacteurs répartis le long de la côte était touché, cela pourrait être une catastrophe. Une centrale en particulier inquiète les autorités, celle de Fukushima justement. Et ce n'est pas n'importe laquelle. La centrale de Fukushima Daiichi est la plus importante du pays. Elle fournit 10% d'électricité à tout le Japon. Il y a 6 réacteurs sur le site de Fukushima, donc c'est un gros site nucléaire, et donc il y a en fonctionnement 3 réacteurs. Sur les 6 réacteurs de Fukushima Daiichi, 3 fonctionnaient au moment du séisme. Ont-ils été endommagés? Normalement, leur système de sécurité devrait les avoir protégés. Le Japon est un pays situé dans une zone sismique, et donc le fait d'implanter des installations nucléaires nécessite de les dimensionner, c'est-à-dire de faire en sorte qu'elles puissent résister au séisme. Mais quand on dit résister au séisme, la question c'est à quel séisme? Ces sécurités, Hideki Yagi les connaît bien. Il travaille pour TEPCO, l'entreprise qui gère la centrale. Quand un tremblement de terre frappe fort, il y a un système appelé Scrum qui fait arrêter la centrale. La centrale Fukushima Daiichi a également ce système. En fonctionnement normal, des barres d'uranium plongées dans de l'eau produisent de la chaleur. C'est cette chaleur qui permet de créer de l'électricité. Au moment du séisme, des capteurs détectent les secousses et des barres de contrôle remontent automatiquement pour neutraliser cette réaction. C'est le système de Scrum. La réaction en chaîne s'arrête à un détail près. Même si vous avez arrêté le réacteur, ce n'est pas pour autant que l'énergie thermique n'est pas encore là. Et donc cette énergie, il faut l'évacuer. Le combustible, il faut continuer de le refroidir. Il dégage toujours beaucoup de chaleur, et pour ça, on a besoin d'eau et d'électricité. Le tremblement de terre a détruit le réseau électrique de la région. La centrale doit donc subvenir elle-même à ses besoins en électricité. Elle met alors en marche sa propre énergie par le biais de générateurs diesel. Les réacteurs sont donc refroidis normalement. Les réacteurs ont réagi comme dans le livre en quelque sorte. Les dispositifs de sécurité sont mis en route. TEPCO confirme donc que la situation est sous contrôle. Mais ce que personne ne sait, c'est qu'en réalité, un événement bien plus grave va se produire. Et il est en train d'arriver. « 15 heures. 13 minutes après le déclenchement du séisme. Toutes les chaînes de télévision arrêtent leur programme. Le pire est en train de se produire. Nous attendons une vague de 3 mètres de hauteur. Le tsunami se rapproche. Évacuez immédiatement. Lors du séisme, une masse d'eau colossale s'est formée. Le système se charge, et puis au moment où le séisme se produit, on relâche la tension. Et on donne littéralement, la plaque du dessus se dédéforme, et c'est comme un piston, vous donnez un grand coup dans l'eau, et donc vous générez une onde, une vague, qui se propage dans l'océan. Depuis les hélicoptères, les médias réalisent qu'en réalité, la vague ne mesure pas 3, mais 10 mètres de hauteur. Et le monstre se rapproche dangereusement des côtes japonaises. L'une des premières communes qui va être touchée se nomme Futaba, une petite ville côtière.
Katsutaka Inogawa est le maire. De seconde en seconde, il comprend que la situation est inédite. À Futaba, même si on annonçait un grand tsunami, on n'avait eu jusqu'ici qu'un tsunami de 6 mètres. Les prévisions disaient que la vague serait sans doute de 3 mètres. Moi, dans ma tête, j'avais prévu que la vague serait de 6 mètres. Et finalement, on nous a dit que ce serait une vague d'une taille exceptionnelle, de plus de 10 mètres. Difficile de s'en rendre compte, mais la vague est haute comme un immeuble de 4 étages. Elle est aussi 2 fois plus rapide qu'une vague classique, 200 km/h. En l'espace de quelques secondes, elle pénètre les territoires, détruit et submerge tout sur son passage. À cet instant, le journaliste David McNeil est devant son poste de télévision. Il assiste en direct au désastre. À ce moment-là, je comprends que quelque chose de beaucoup plus grave que le tremblement de terre est en train de se passer. Les tsunamis qui frappent les régions côtières sont extrêmement destructeurs et mortels. Contrairement à Tokyo, les maisons, les immeubles le long des côtes ne sont pas construits pour faire face aux catastrophes naturelles. J'ai regardé par la fenêtre vers l'est, vers la mer, et j'ai vu la vague de tsunami approcher. Elle n'était plus très loin de la mairie. C'était incroyable. Pour être franc, moi non plus, je ne savais pas quoi faire à ce moment-là. Impossible d'agir. Et la vague est encore plus grande que prévu, jusqu'à 30 mètres de haut par endroit. Et elle ne s'arrête pas sur les côtes. Elle s'engouffre jusqu'à 10 km à l'intérieur des terres. Les structures tombent les unes après les autres. Maisons et immeubles sont détruits. Dans le tsunami, il y a eu des incendies, des maisons qui brûlent. J'ai vu des scènes comme ça au milieu de ce désespoir. Je ne veux plus jamais voir des scènes pareilles. Une question se pose alors. La centrale de Fukushima a-t-elle résisté? Les autorités découvrent des images amateurs qui leur glacent le sang. Cette vidéo montre la puissance de la vague submergeant la centrale de Fukushima, ici, au centre de l'image. Après le séisme puis le tsunami, c'est une catastrophe nucléaire qui se profile. La centrale nucléaire est noyée sous 15 mètres d'eau. Donc ça veut dire de nombreux dégâts matériels sur des cuves, mais ça veut dire aussi que les diesels de secours qui généraient l'électricité étaient dans les sous-sols, sont noyés, ne sont plus disponibles. Il n'y a plus d'électricité sur le site de la centrale nucléaire. S'il n'y a plus d'électricité de secours générée par les moteurs diesel, alors il n'y a maintenant plus rien pour refroidir et contrôler les réacteurs. Il n'y a même plus de lumière pour éclairer les lieux. On n'entend plus rien. Il fait tout noir. Il fait tout noir. C'est silencieux alors qu'il se passe quelque chose de grave. Aucun son. C'est tellement inquiétant. C'est de nombreux capteurs qui servent à se connaître l'état de la centrale, la pression, la température, qui sont plus disponibles. Et donc en plus, on n'a pas d'informations, ou très peu d'informations, sur l'état des réacteurs. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur? Personne ne sait. Le scénario catastrophe redouté par les autorités serait que les 3 réacteurs non refroidis montent en température, cèdent sous le coup de leur propre chaleur et libèrent des éléments radioactifs. À ce stade, c'est le réacteur numéro 1 de conception plus ancienne qui présente le plus de dangers. Dans l'enceinte de confinement, la vapeur s'accumule. La pression augmente. Et si on ne contrôle pas bien, la pression est telle que ça peut exploser. Les ingénieurs le savent. Si le réacteur entre en fusion et explose, c'est toute une région qui pourrait être condamnée. Désormais, à Fukushima, tous les regards sont tournés vers un dernier système de sécurité, les condensateurs.
Ce système fonctionne sans électricité. Il récupère la vapeur d'eau générée par le réacteur. Grâce à des bonbonnes d'eau froide, il crée alors un choc thermique qui permet de transformer la vapeur en eau. Cette dernière prend alors la direction du réacteur pour un nouveau cycle de refroidissement. C'est un système très bien pensé, où une circulation naturelle fonctionne tant que c'est bien fermé. Ça permet de temporiser un peu, mais ça n'est pas possible à long terme. Et donc l'urgence, c'est effectivement apporter de l'électricité sur le site de la centrale. Seulement voilà, le système ne fonctionne que 8 heures. Après ce délai, si l'électricité n'est pas rétablie, la centrale et le pays tout entier courent à la catastrophe. Tokyo, 16h46. 2 heures après le séisme, la situation prend une nouvelle tournure, beaucoup plus grave. Alerté par l'entreprise, le gouvernement japonais, par le biais de son Premier ministre, décrète l'état d'urgence pour la première fois de l'histoire du Japon. Fukushima n'est qu'à 250 km de la capitale nippone et ses 37 millions d'habitants. Il faut absolument éviter une évacuation, ou pire, une panique générale. Sous les vents dominants, ça peut aller jusqu'à 250 km de la centrale, l'évacuation. Et on touche l'agglomération de Tokyo. Les théories les plus folles sont redoutées. On parle d'une explosion de toutes les centrales sur la côte et d'une dispersion massive de la radioactivité. Il n'y a plus de temps à perdre. L'état d'urgence vient d'enclencher une véritable course contre la montre. À cet instant, tous les espoirs reposent sur des camions. 2 camions générateurs d'électricité. Grâce à eux, le fonctionnement normal des réacteurs devrait reprendre. Mais aucun protocole n'a été prévu à l'avance, ce qui engendre des conséquences désastreuses et à peine croyables. Les camions mettent un certain temps à arriver, et quand ils arrivent le soir à la centrale de Fukushima Daiichi, ils se rendent compte qu'ils n'ont pas les câbles électriques suffisamment longs pour aller rétablir le courant dans les centrales et assurer le refroidissement. Livrés à eux-mêmes, les travailleurs font avec les moyens du bord. Ils utilisent tout ce qui est à leur disposition. Face à l'urgence de la situation, les solutions les plus folles sont imaginées pour obtenir un peu d'électricité, jusqu'à utiliser des batteries de voitures. Au bout d'un moment, il y a même eu un appel en disant les batteries de voitures sont à plat, il va falloir envoyer une équipe pour en chercher, on va récolter tout l'argent sur le site pour aller acheter des batteries de voitures. C'est complètement fou. Quand on est TEPCO, l'entreprise la plus riche du Japon, on peut aller chercher les batteries de voitures en disant on payera plus tard. Yoshiro Abe est spécialisé dans la sécurité des centrales nucléaires. En pénétrant dans le QG où sont réfugiées toutes les équipes d'intervention, il comprend que la situation est très grave. La radioactivité est partout. On entre, on laisse la porte ouverte et on ouvre la deuxième porte. Et là, on se fait engueuler avec force. Fermez la porte! Fermez la porte! C'est à ce moment-là que j'ai réalisé à quel point la situation était grave. Jusque-là, on n'avait jamais vécu ça. À 56 ans, Yoshiro Abe va travailler sans relâche. Sa mission, pomper l'eau des réservoirs. Les camions générateurs vont ensuite envoyer des tonnes d'eau au cœur du réacteur pour le refroidir. Comme le montrent ces images tournées par les pompiers, le plan d'attaque se fait là encore dans l'improvisation la plus totale. Un seul objectif, apporter de l'eau pour refroidir le réacteur numéro 1. À ce moment, on nous demande d'aller avec notre camion au réservoir qui se trouve près du réacteur numéro 3. L'idée, c'est de pomper l'eau de ce réservoir et de l'acheminer vers les autres réservoirs. Alors nous avons relié nos tuyaux pour acheminer 40 tonnes d'eau vers le réacteur qu'il fallait refroidir.
Mais Yoshiro Abe et ses collègues rencontrent un problème qui va les contraindre à stopper les opérations. Sous l'effet de la chaleur, la pression ne cesse d'augmenter à l'intérieur du réacteur et les tuyaux des pompiers ne sont pas assez puissants pour faire pénétrer l'eau dans la cuve. Leur enjeu est là, c'est d'arriver à trouver le bon équilibre de pression qui permettra que l'eau rentre à l'intérieur, que l'eau arrive sur le combustible pour le refroidir. 21 heures. C'est la confusion la plus totale. À la centrale, les hommes sont démunis et la situation devient critique. Le risque de catastrophe nucléaire n'a jamais été aussi fort. Quand les générateurs de secours se sont arrêtés, nous n'avions aucun moyen, plus aucun instrument pour connaître l'état du combustible dans le réacteur. Une zone d'évacuation est décrétée. Quiconque vit à moins de 3 km de la centrale doit immédiatement quitter les lieux. Et ce n'est qu'un début. Le lendemain, 12 mars, 6h14. Le Premier ministre Naoto Kan décide sans plus attendre de se rendre sur le site accompagné du responsable de l'autorité de sûreté nucléaire, M. Haruki Madarame. Il profite du trajet en hélicoptère pour le questionner. Dans l'hélicoptère, il demande si une explosion peut se produire ou pas. Et là, M. Madarame répond qu'il n'y a pas de crainte à avoir, car il n'y a que de l'azote dans l'enceinte de confinement, un gaz non combustible. Il assure que l'explosion des réacteurs est impossible. Pendant ce temps, à la centrale, les ingénieurs assistent impuissants à la montée en pression du réacteur numéro 1. Si rien n'est fait pour libérer de la pression, son enveloppe pourrait rompre et son contenu ultra radioactif se libérer. Cette fois, ils n'ont plus le choix. Ils doivent ouvrir des vannes situées en partie haute du réacteur. Mais ils savent que les conséquences seront tragiques. Ils vont libérer des gaz radioactifs. On préfère avoir un rejet contrôlé plutôt que de risquer l'explosion de ce dernier rempart, qui est l'enceinte de confinement. C'est impensable d'autoriser de faire échapper des particules dangereuses vers des agglomérations situées dans les environs proches. Mais la situation est tellement critique. S'ils ne prennent pas cette décision, bien pire pourrait arriver. Comme le montrent ces images prises à l'intérieur de la centrale, l'absence d'électricité empêche les ingénieurs d'ouvrir la vanne à distance. Il n'y a plus qu'une solution, et elle est très dangereuse. « 7 heures du matin. Dans la centrale de Fukushima, ingénieurs et opérateurs tentent de s'organiser pour cette mission à haut risque. Puisqu'il n'y a plus d'électricité, il va falloir ouvrir la vanne manuellement. Mais cette opération, pour faire baisser la pression dans le réacteur, est une grande première. Personne ne savait sur place comment ouvrir manuellement une vanne, donc il y a consultation des documents techniques pour essayer de comprendre comment on fait pour ouvrir une vanne de façon manuelle. Il y a des plans spécifiques pour chaque chose, et il y en a vraiment beaucoup. Je vous affirme que c'est impossible de tout avoir en mémoire. Je pense qu'ils cherchaient dans les plans comment étaient reliés les conduits pour savoir quelle vanne ouvrir ou quel circuit relier pour pouvoir remettre en marche telle ou telle machine. Imaginez, ils regardaient ces plans dans le noir à la seule lumière de la lampe torche. Il n'y a pas d'autre choix. Mais se rendre sur place, c'est s'exposer à des doses radioactives potentiellement mortelles. Un danger qui n'arrête pas les employés de la centrale. C'est une situation où l'on ne sait pas si l'on reviendra vivant.
Tout le monde a peur. Tout le monde hésite à se lancer. Et finalement, personne ne se propose. Et puis, les deux plus anciens disent qu'ils vont y aller. Et d'un seul coup, toutes les mains se lèvent. Laissez-moi y aller. Je vais y aller. C'est une explosion de réactions. Face au nombre important de volontaires et pour augmenter les chances de réussite, deux équipes sont formées. Une fois sur place, elles n'auront chacune que 17 minutes et pas une de plus pour tenter d'ouvrir la vanne. Au-delà de ce temps, les équipes risquent de subir des doses mortelles de radiation. 9h04 dans la centrale de Fukushima. Équipée de combinaisons étanches et de bouteilles d'oxygène, la première équipe quitte le QG sécurisé. Mais sur le chemin, elle est très vite freinée par les gravats issus du tremblement de terre et du tsunami. Résultat, les techniciens ne parviennent même pas à atteindre la vanne. Devant l'échec de la première équipe, le QG envoie l'équipe numéro 2. Elle va tenter sa chance en empruntant un autre chemin. Il traverse un long couloir qui mène au réacteur, mais avec le tsunami, il y a plein d'eau. Il y a des poissons morts, amenés là par la vague. Ils avancent donc là-dedans, dans l'obscurité. À la lumière des lampes torches, ils arrivent au réacteur. Ils ouvrent une porte, puis la referment. Jusque-là, c'était encore le monde des vivants. Mais à partir de cet instant, on pénètre vraiment à l'intérieur du réacteur. Et c'est le monde de la mort. Maintenant, il faut ouvrir la vanne manuellement. Mais si l'on meurt avant, à cause des radiations, c'est tout simplement la fin du Japon. Mais finalement, l'équipe numéro 2 parvient jusqu'à la vanne. C'est la libération. Il crie d'une énorme voix « J'ouvre !» En une fraction de seconde, il voit l'aiguille de température baisser. Il se jette alors sur son collègue et lui dit en criant « Regarde, regarde, 25 degrés !» Voilà, c'est comme ça qu'on a ouvert le conduit qui a sauvé le Japon. C'est un soulagement pour le personnel qui applaudit et qui, pour certains d'entre eux, n'avaient pas dormi depuis plus de 24 heures et qui vivaient dans un stress intense. Mais la joie des équipes ne sera que de courte durée. Car même si l'ouverture de la vanne a fait chuter la pression, elle a fait s'échapper des vapeurs radioactives et on ne sait pas où est-ce qu'elles se sont répandues. D'autre part, le combustible qui n'est pas refroidi continue de chauffer. Les ingénieurs ne le savent pas encore, mais une réaction hors de contrôle va alors se produire. Désormais, le monde entier a les yeux rivés sur Fukushima. En direct, les médias tentent de comprendre ce qu'il se passe dans l'enceinte de la centrale. On a entendu des choses comme la pression est en hausse. Est-ce de la vapeur radioactive qu'on a vu sortir de l'enceinte de confinement ? Tokyo vit dans l'inquiétude. Les opérations de sauvetage ont-elles fonctionné ? Les départs commencent à se multiplier et les ressortissants étrangers sont rapatriés dans leur pays. Tous ceux qui pouvaient fuir ont fui. Tous mes collègues ont soudainement pris des vacances en Thaïlande, à Hong Kong ou en Corée. Tout le monde pressentait que quelque chose de dramatique allait se produire. Mais que se passe-t-il réellement à Fukushima ? Le journaliste David McNeil décide de rouler en direction de la centrale pour en savoir plus. Il rencontre alors des centaines de personnes qui fuient. Les locaux qui étaient toujours là et qui étaient dans leur voiture portaient tous des masques. Ils s'arrêtaient, faisaient des appels de phare, baissaient leurs vitres et disaient « Tonachikunda »
Où est-ce que vous allez ? Ils étaient nombreux à posséder leur propre compteur pour mesurer les radiations. Je leur ai demandé à combien on en était et on m'a répondu 60 microsieverts, ce qui est vraiment très élevé. Vous n'avez vraiment pas envie de rester là trop longtemps. Miyako Baba fait partie de ceux qui doivent fuir. Elle habite à seulement 3 km de la centrale, en pleine zone rouge. Ici, l'évacuation est obligatoire. En cas d'accident nucléaire, elle sait qu'elle sera mortellement touchée. Il y avait des annonces de précaution à la télé. On nous disait qu'il fallait porter des masques, on devait porter des chapeaux, on devait porter des vestes. Il fallait se protéger. C'était la panique dans les villes, tout simplement parce que personne ne croyait à ce qu'ils voyaient. J'ai compris à ce moment-là à quel point c'est dur d'évacuer les gens. C'est impossible de mettre les sentiments de tout le monde à l'unisson. On a fait plein d'entraînements, plein d'exercices d'évacuation, mais le soir on rentrait chez nous, le sourire aux lèvres. C'était ça nos entraînements. On n'avait jamais fait d'exercice d'évacuation sans rentrer chez nous. Je n'arrivais vraiment pas à comprendre, à accepter. Le monde était sans dessus-dessous. Je me suis dit au fond de moi qu'on ne pourrait plus rentrer. Moi, je ne savais pas quoi prendre. C'est dur de savoir ce qu'il faut prendre quand on fuit. On s'était dit qu'on irait jusqu'où on pourrait et qu'ensuite, on laisserait la voiture si on n'avait pas le choix et qu'on prendrait un taxi. J'avais peur qu'on manque d'essence, alors à chaque feu, j'arrêtais le moteur. J'avais que ça en tête. Jusqu'où notre voiture allait bien pouvoir nous emmener. Faisant face pour la première fois à ce type de catastrophe, les civils n'ont pas conscience à quel point la radioactivité est un ennemi invisible. Pour moi, je dirais que ça s'apparenterait plutôt à un fantôme ou à un extraterrestre. On ne peut pas le voir ou le sentir, mais il est là. C'est difficile. Il faudrait des équipements spéciaux pour stopper les radiations qui traversent le corps. La fuite est malheureusement la seule réaction possible. Mais quand certains partent vers des zones protégées, d'autres pensent se retrouver en lieu sûr, alors qu'ils sont en réalité hautement exposés. D'autant que le pire est encore à venir. « 10h17. À la centrale, la situation paraît enfin maîtrisée. Mais en réalité, l'éventage du réacteur a seulement permis de retarder l'inévitable. Le fait d'ouvrir la vanne et de libérer la vapeur radioactive a fait baisser mécaniquement la pression dans le réacteur. Seulement le combustible étant radioactif, sa chaleur continue d'augmenter et de générer encore plus de pression. À un certain moment, une cascade d'événements non maîtrisables se met en œuvre. Quand il n'y a plus de refroidissement, cette eau s'évapore, les barres de combustible sont dénoyées, sont à l'air libre et la vapeur d'eau sur la gaine de combustible, il y a une réaction chimique qui se crée. Au sein du réacteur, toutes les matières entrent en fusion et forment ce que les spécialistes appellent le corium, un mélange hautement radioactif de 2800 degrés, 2 fois plus chaud que de la lave. En coulant au fond de la cuve, ça va faire fondre le fond de la cuve, ça va traverser la cuve et ça va tomber dans le fond de l'enceinte de confinement, sur le béton très épais qu'il y a au fond de l'enceinte de confinement. Le problème, c'est que si votre corium traverse le béton qui est sous le réacteur, donc c'est plusieurs mètres de béton, vous avez directement toute la masse radioactive qui est dans l'environnement, qui est dans le sol, avec des transferts par le sol. Le corium représente un danger majeur, surtout à Fukushima. En effet, la centrale repose sur un sol directement en contact avec les eaux de l'océan. Si ce mélange hautement radioactif parvient à creuser le béton de la centrale, la menace pourrait donc largement dépasser le Japon et se répandre aux autres pays de l'océan Pacifique. Mais ce n'est pas tout. Dans le réacteur,
Alors que le corium se forme, d'autres phénomènes physiques entraînent la création d'un gaz, l'hydrogène. Or, au contact de l'air, l'hydrogène est extrêmement explosif. Et sous l'effet de la pression, il commence à s'échapper dangereusement de la cuve. À partir de 4% d'hydrogène dans une pièce où il y a de l'air, il y a un risque d'explosion. Et justement, à 15h36, c'est un bruit assourdissant. Le quartier général ne se situe pas très loin du réacteur numéro 1. Alors à cet instant, on se regarde et on se demande ce qui s'est passé. On sort tous pour voir. Plusieurs personnes sont blessées. Elles sont immédiatement évacuées. Visuellement, ça ressemble à du papier ou à des plumes qui volent dans l'air. Là, je me dis qu'on ne peut vraiment pas changer les choses, qu'on ne peut s'en remettre qu'à notre chance. Katsutaka Hidogawa, le maire de la ville voisine, assiste à la même scène apocalyptique. Du ciel tombent des flocons de l'explosion. Je n'avais jamais imaginé ça. Des particules de l'explosion qui volent. Je me suis demandé à quel point on allait être exposé aux radiations. Je me suis demandé quand on allait mourir. J'étais pétrifié. Tout le monde à ce moment-là était totalement muet. Et puis après, j'ai repris le dessus et je me suis concentré sur l'évacuation. J'ai dit à tout le monde de rentrer dans les bâtiments. La situation à Fukushima peut-elle encore s'aggraver? À la centrale, personne n'avait imaginé que le réacteur numéro 1 puisse exploser. Désormais, tout le monde n'a qu'une seule crainte, une fusion dans les deux autres réacteurs. Comme dans le réacteur numéro 1, si le refroidissement dans les réacteurs numéro 2 et 3 ne fonctionne pas, alors il se pourrait qu'il y ait aussi une explosion à l'hydrogène. Je pense que tout le monde avait cela en tête. Un réacteur en particulier inquiète, le numéro 3. C'est le plus dangereux car il contient à la fois du plutonium et de l'uranium. Ce mélange à haut risque porte un nom, le MOX. Dans le MOX, le plutonium est plus toxique. Et donc, si en cas de dispersion, c'est plus dangereux. Et aussi, il fusionne plus facilement. Sa température de fusion est plus basse. Donc, le risque de fusion arrive plus rapidement et les conséquences peuvent être plus graves si jamais on n'arrive pas à maintenir le confinement. Les hommes de Fukushima n'ont plus le choix. Ils doivent maintenir le réacteur numéro 3 confiné. Malheureusement, les choses vont une nouvelle fois virer au drame. Nous sommes 3 jours après le tsunami qui a dévasté une partie du Japon. Tous les regards sont tournés vers la centrale nucléaire de Fukushima. 3 jours après l'explosion de son premier réacteur, tout est désormais possible. Il est 11h01 ce 14 mars, quand l'impensable se produit. Une explosion vient de souffler l'enceinte du réacteur numéro 3 et le haut du bâtiment est entièrement éventré. Que faut-il faire? Les équipes de la centrale n'ont pas de réponse. Et face à cet ennemi invisible, ils sont à bout de force. On est au mois de mars, il fait froid, il n'y a pas de nourriture, il n'y a pas d'électricité, donc ils dorment dans le noir par terre. Ils ont des rations de survie de l'armée qui leur ont été envoyées. Donc c'est un état de guerre. C'est une armée en siège qui essaye de reprendre le contrôle. Je crois que je me suis allongé par moments, mais en fait, j'ai plus le souvenir de m'être assoupi le dos contre le mur. Il n'y avait vraiment pas beaucoup d'espace.
Et on était très nombreux. Donc, je me suis glissé là où il y avait un peu de place. En fait, on s'est tous reposés comme on a pu. Il faut pourtant faire face à la catastrophe. Le défi pour ces équipes de la centrale est maintenant double. Non seulement il faut refroidir autant que possible les réacteurs 1 et 3 qui ont explosé, mais aussi tout faire pour que le réacteur 2 n'explose pas à son tour. Seulement les équipes sont confrontées à un obstacle. Après 4 jours de lutte acharnée, il n'y a quasiment plus d'eau pour refroidir les réacteurs. Il ne reste alors plus qu'une seule solution. Exploiter l'immense ressource située aux abords de la centrale, l'eau de l'océan Pacifique. Mais il y a un problème. Cette solution n'a jamais été tentée. Quelles vont être les conséquences? Personne ne le sait. Ça, c'est une des questions que va poser le Premier ministre dans sa cellule de crise. La question est posée aux responsables de la sûreté nucléaire. Quand on lui demande s'il n'y a pas un risque dans le réacteur avec l'injection d'eau de mer, il répond, en digne scientifique, qu'il n'y a pas de risque zéro. Même si c'est une probabilité infime, ce n'est pas impossible. Seulement les autorités, elles, sont inquiètes. Dans une sorte de téléphone arabe, lorsque l'information arrive au niveau du Premier ministre, cela devient un vrai risque et il faut tout arrêter. Le directeur de Fukushima, lui, est démuni, mais il sait qu'il n'a pas d'autre choix. Son siège n'était pas favorable. En se disant, mettre de l'eau de mer, qu'est-ce qui va se passer? La situation n'était pas claire. Le chef de centrale a dit, au point où j'en suis, j'ai plus que ça. Le directeur de la centrale anticipe alors l'interdiction d'envoyer l'eau de mer. Et chose incroyable, d'autant plus au Japon, il décide de désobéir à sa hiérarchie. Il se dirige vers la salle de communication, cache la caméra de surveillance avec son dos et dit « Hey, il va sans doute y avoir un ordre pour interrompre l'injection d'eau de mer, émanant de la direction. » Quoi? Qu'est-ce qu'on va faire? C'est la fin du Japon. Écoute-moi bien, quand l'ordre va arriver, je vais te le répéter, mais ne l'applique pas. Je te répéterai l'ordre d'interruption, tu n'auras qu'à me dire « entendu ». Il faut juste que du point de vue télévisuel, ils comprennent que l'ordre a bien été reçu et appliqué. Mais en réalité, on ne fait pas ce qu'ils disent. On continue l'injection d'eau de mer. D'accord. Quoi qu'il arrive, on doit continuer l'injection d'eau de mer. Quel que soit le contenu des échanges de la téléconférence, ignore-les. Transmets ça à toutes tes équipes. Avec cette eau de mer, il va falloir refroidir les réacteurs détruits, mais aussi maintenir la température du réacteur numéro 2, qui menace à son tour d'exploser. Seulement à ce stade, n'est-il pas déjà trop tard pour que cette solution puisse fonctionner? Le 15 mars, vers 6 h du matin, boum! Une explosion se produit dans un bruit puissant, et soudain, plus de pression dans le réacteur numéro 2. En réalité, il vient d'exploser. C'est arrivé. Le pire est arrivé. Finalement, l'impossible s'est produit. Les 3 réacteurs ont fini par exploser. Et ce n'est pas terminé. L'enchaînement tragique va continuer. Sur les 6 réacteurs de la centrale, l'un d'entre eux, le numéro 4, abrite sous son toit une piscine de stockage de déchets nucléaires. Or, 5 jours après l'arrêt des systèmes de refroidissement, l'eau de la piscine est passée de 30 à 85 degrés et commence dangereusement à s'évaporer. Au fur et à mesure, l'eau qui se trouve dans les piscines s'évapore. Mais le combustible, lui, continue de chauffer. Conséquence, la température augmente encore.
On n'a pas vraiment d'idée précise, ni sur le moment, ni sur la température exacte où les choses peuvent basculer. La seule chose dont on est sûr, c'est qu'avec la chaleur, des particules radioactives se forment dans l'air. Et bien sûr, le risque majeur, c'est que ces particules s'échappent du bâtiment. Quand vous travaillez dans le nucléaire, vous devez penser à ce genre de choses. Tous les paramètres doivent être pris en compte. Nous imaginons ce qu'il y a de pire. Si on ne maîtrise plus le refroidissement de la piscine, là, c'est un scénario encore beaucoup plus grave que la fusion du cœur. Accident après accident, la radioactivité ne cesse d'augmenter sur le site. Les travailleurs sont désormais exposés à des doses qui dépassent l'entendement. 11 930 microsieverts par heure. C'est près de 300 000 fois la radioactivité naturelle. Je me suis dit que c'était impossible qu'un homme ayant reçu une telle dose de radiation puisse travailler dans un endroit pareil. Aussitôt, une décision est prise. L'ordre est donné. Tout le monde, à part une poignée de personnes et les directeurs des divisions, doit être évacué. Et c'est la panique. Mardi 15 mars à 19h, soit 4 jours après le début de la catastrophe, le directeur de la centrale, Masao Yoshida, décide de garder une cinquantaine de personnes avec lui pour poursuivre le combat. Il choisit ceux qui vont aller mourir avec lui. Si le premier groupe meurt, on envoie le deuxième. Et ainsi de suite. On peut faire comme ça 10 batailles. À l'extérieur, le combat se poursuit. Avec le réchauffement des piscines, des vapeurs radioactives sont soumises aux 4 vents. Ce n'est donc plus seulement le Japon, mais le monde entier qui paraît menacé. Pour contenir la radioactivité, les hommes vont se battre encore pendant 9 mois. Leur enjeu, c'était mettre de l'eau pour noyer le corium et faire en sorte de le refroidir, d'arriver à le bloquer là où il était. On a envoyé l'armée, des hélicoptères qui sont venus verser de l'eau par-dessus. Mais le taux de radioactivité au-dessus des réacteurs a été tel qu'ils n'ont pas pu approcher. C'était arroser, éteindre un incendie avec une tasse, quoi. Un travail de fourmi particulièrement risqué. Au-dessus des réacteurs, les pilotes n'ont qu'une fraction de seconde pour déverser l'eau. Au total, plus de 5000 hommes auront livré combat au front de Fukushima pour finalement parvenir à calmer le feu de cette centrale devenue un enfer nucléaire. Aujourd'hui, les abords de la centrale sont totalement déserts. La zone interdite est immense, l'équivalent de 52 000 terrains de football. Ici, toutes les structures, toute la terre doivent être décontaminées. Pour cela, une seule solution, le stockage. Dans la région de Fukushima, il y a des décharges de matières radioactives à perte de vue. 22 millions de mètres cubes, soit plus de 660 000 containers. Que vont devenir les déchets radioactifs qui sont entreposés dans ces décharges? Ils disent qu'elles sont temporaires, mais ça ne bougera jamais, parce que personne ne les accepterait. Ces déchets sont là pour toujours. Les déchets, c'est aussi les masses d'eau qui servent toujours à refroidir les réacteurs. Depuis 2011, TEPCO utilise quotidiennement 350 tonnes d'eau. Une eau qui est ensuite stockée dans l'un de ses 580 réservoirs. En tout, c'est plus de 770 000 tonnes d'eau radioactive qui sont entreposées ici, soit près de 300 piscines olympiques. C'est un vrai combat pour l'eau contaminée. C'est une guerre que mène TEPCO, et sur les 7000 travailleurs qui sont sur le site de la centrale, il y en a à peu près la moitié qui sont là que pour la gestion de l'eau contaminée. Nous ne pouvons pas continuer à stocker cette eau indéfiniment. La technologie actuelle est en mesure de décontaminer tous les éléments, sauf un, le tritium. À cause de lui, l'eau reste malheureusement très radioactive.
Nous réfléchissons encore, à l'heure actuelle, à ce que nous allons en faire. Ce n'est pas seulement l'entreprise TEPCO qui doit prendre la responsabilité de cette décision, mais le gouvernement, la société civile tout entière. Plusieurs questions se posent. Faut-il continuer à stocker cette eau, ou bien faut-il la déverser dans l'eau de la mer, ou encore imaginer d'autres solutions? Pour l'heure, il n'y a malheureusement aucune réponse. Jusqu'à maintenant, sur le site de Fukushima, seules les piscines de déchets dans le réacteur numéro 4 ont pu être vidées. Pour assurer une décontamination totale, il faudrait réussir à extraire l'élément le plus radioactif, le corium. Tout d'abord, nous ne connaissons pas l'état du combustible aujourd'hui, car nous ne pouvons toujours pas accéder à l'intérieur du bâtiment. Les scientifiques ont dû faire preuve de beaucoup d'imagination. Toutes les innovations ont été imaginées pour pénétrer là où l'homme ne peut plus aller, notamment là où le débit de dose, la dose de radioactivité absorbée, est trop forte. Ils ont essayé d'envoyer des robots aussi dans l'enceinte de confinement pour filmer, pour prendre des débits de dose. Alors là, on a des débits de dose qui explosent. C'est des doses létales en quelques heures. Donc si on envoie un humain, il meurt en peu de temps dans l'enceinte de confinement actuellement. Donc il est hors de question de lui envoyer des humains. Et même l'électronique des robots n'arrive pas à tenir longtemps. Donc là, il y a un vrai défi technologique. Et pour ça, TEPCO dit j'en ai pour minimum 40 ans. Un processus estimé entre 200 et 400 milliards d'euros. Mais c'est surtout au niveau de la santé que les dégâts sont les plus graves. On estime que 32 millions de Japonais ont été exposés à cette radioactivité et on craint 10 000 cas de cancer dans les 10 prochaines années, rien que dans la zone contaminée. C'est 200 fois plus qu'en temps normal. Il faudra encore des centaines d'années pour que cette terre ne porte plus les stigmates de la catastrophe qui reste encore à l'état actuel, hors de contrôle.